Bienvenue sur la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Lamine Ba, directeur de l'environnement des affaires de l'APIX, l'Agence pour les investissements et les grands travaux. Merci M. Lamine Ba d'avoir accepté notre invitation. La polémique depuis quelques jours au Sénégal, c'est autour du taux de croissance. Les chiffres de l'ANSD, l'Agence nationale pour la démographie et les statistiques, disent que le taux de croissance est à 2,4%. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur est parti, le ministre de l'économie et des finances, est parti au niveau du PSE en ayant un autre chiffre différent. Aujourd'hui, un autre chiffre est sorti, les gens parlent de 3%. Quel est le taux de croissance réel du Sénégal? Merci Alassane. Permettez-moi de saluer d'abord vos téléspectateurs et de remercier aussi votre groupe qui nous permet aujourd'hui d'échanger avec les Sénégalais sur les questions d'enjeux économiques. Je pense sur la question du taux de croissance, il faut surtout regarder un peu le cycle de publication des statistiques, c'est ce qui est hyper important. En général, il y a des cycles. En début d'année, on fait des prévisions. Et en novembre, en général, les chiffres sont révisés ou projetés pour la fin de l'année. Et à partir du mois de mars, on commence à estimer les chiffres. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande contradiction. C'est normal qu'on ait à des différents niveaux, qu'on ait des taux de croissance, qu'on les révise. Et je pense aujourd'hui le chiffre exact va être peut-être finalisé et donné quand les comptes nationaux seront consolidés et que toutes les entreprises sénégalaises auront mis leur bilan et qu'on publiera les données vers fin mai, vers fin juin. Aujourd'hui, ce qu'on retient, et je pense que c'est hyper important, c'est qu'il y a une reprise de la croissance, donc la vitesse de création de la richesse dans le pays s'est accrue. Des discussions, comme vous le savez, donc elles se situeraient entre 3 et 4%. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une tendance positive de création de la richesse dans le pays. Oui, mais un taux de croissance de 2,4% comparé au taux qui avait été avancé, qui allait vers 3 et quelques pourcents, une décimale dans un taux de croissance, c'est important. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est autour de entre 3 et 4%. Je pense que sur les 2,4%, les gens n'en reparlent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est la tendance progressiste de création de la richesse qui est importante. Et en dehors du taux de croissance, ce qu'il faut voir, quels sont les secteurs, quelles sont les dynamiques économiques qui ont permis à la création de ce taux de croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont pro-pauvres ou elles sont orientées seulement sur des secteurs à forte intensité capitalistique qui n'ont pas d'effet levier sur la croissance. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de taux de croissance qui est portée par la consommation, qui est portée par l'investissement, qui est aussi peut-être portée aussi par les grands travaux et qui est surtout portée par la reprise d'une partie du secteur agricole, surtout du secteur horticole, donc qui aujourd'hui a un impact grandissant dans les autres espaces de production du Sénégal hors Dakar, ce qui est aujourd'hui assez positif. Et si cette tendance se poursuit, les objectifs de 7% pouvaient être atteints entre 2016 et 2017. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que la richesse du pays a augmenté, que les Sénégalais sont devenus plus riches? Je pense que ce n'est pas en termes de Sénégalais sont devenus plus riches, parce que quand on dit, dès qu'un taux de croissance est positif, ça veut dire que la valeur de la richesse l'année X est supérieure à celle de l'année X-1, si on le parle comme ça. Si on dit 2,3%, ça veut dire que si on avait 100 l'année dernière, c'est que notre croissance a augmenté de 3 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 103. Donc il y a une augmentation. Peut-être maintenant, l'augmentation peut être inférieure à notre espérance ou à notre volonté politique, qui est de 5 à 7%. Mais ça, c'est une tendance, une dynamique sur laquelle aujourd'hui les spécialistes sont d'accord que le Sénégal a un potentiel de 5 à 7% pour les années à venir. Et c'est fondé sur des prévisions, des potentialités et ce qu'on appelle des tendances lourdes en économie aujourd'hui. Le secteur de l'or va booster le secteur minier, le secteur surtout de l'horticole en termes d'exportation horticole vont mener et toute la dynamique d'essaimage du grand travaux dans le pays et surtout au niveau de tout ce qui est maîtrise de l'énergie, maîtrise de l'eau et aussi démocratisation de la formation professionnelle vont avoir un impact sur l'espace
sur l'appareil de production. On va gagner en productivité. Quand on va gagner en productivité, on va gagner en création de richesse. On pourra contrebalancer les importations et espérer avoir beaucoup plus une croissance qui a un impact sur l'emploi, une croissance qui a un impact sur l'amélioration et le vécu des Sénégalais. C'est là qui est important pour beaucoup de Sénégalais qui vous regardent aujourd'hui. Quand on parle de croissance, 4%, 12%, 5%, 10%, les Sénégalais se demandent est-ce que ce taux de croissance vient dans le panier de la ménagère. Est-ce qu'ils vivent mieux? Est-ce qu'ils se soignent mieux? Est-ce qu'ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles? Je pense que le rôle de tout État, c'est de façon globale, c'est assurer un bien-être, si on peut le dire, maximal ou optimal à ses concitoyens. Aujourd'hui, la tendance dans laquelle le Sénégal est, aujourd'hui, on est passé en multiplication du PNB par habitant. Donc ça veut dire que le Sénégalais lui-même, si on regarde en termes d'accès, il a plus d'accès, son accès est amélioré par rapport à l'école, son accès est amélioré par rapport à l'eau, son accès est amélioré par rapport à la téléphonie, son accès est amélioré par rapport au transfert de l'argent. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en boom. Et même aujourd'hui, son accès est amélioré par rapport à l'énergie. Donc si on juge sur l'approche d'un certain panier de biens, on peut dire oui, on est dans une dynamique où le vécu du Sénégalais est en train d'être amélioré. Mais est-ce que ça, c'est pas minime par rapport à la grande masse des Sénégalais qui attendent de vivre mieux? Parce que souvent, on se concentre dans des villes comme Dakar, les centres urbains, les pôles urbains, en oubliant le monde rural, qui est dans une pauvreté extraordinaire. Je pense que les premières tendances aujourd'hui du recensement national nous montrent aujourd'hui aussi qu'on est un pays qui s'urbanise. Donc ça veut dire qu'il y a presque autant de populations qui vivent dans les campagnes que dans les villes. Et la dynamique qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des pôles qui sont en train de former. Aujourd'hui, toutes les populations qui vivent autour de la vallée, c'est des populations qui sont en train d'améliorer leur vécu et leur vie. Et je pense qu'il y a un impact positif. Quand vous allez, toutes les populations qui sont en train de vivre autour des zones minières dans Kédougou, sont en train, quand vous regardez la zone de Nias, la zone de Mbour, c'est des choses qui s'en vont. Vous allez dans la zone du delta du Saloum et dans la zone sud vers Sédhiou, Kolda. Vous voyez, il y a une dynamique aujourd'hui en fonction de la valorisation des potentiels locaux qui montre aujourd'hui que les gens sont dans une dynamique de maîtrise de leur environnement, d'exploitation optimale de leurs ressources et qui aujourd'hui augure de bonnes perspectives pour le pays. Oui, en parlant de ressources, le gouvernement parle souvent d'agriculture comme étant la base de la croissance ici au Sénégal. Jusqu'à présent, on entend beaucoup de discours dans l'agriculture, mais si on regarde le budget de l'État, ce qui est alloué à l'agriculture, c'est peanut, c'est peu. Non, je ne pense pas que c'est peanut. Si on regarde, j'ai eu l'avantage de participer à la dernière évaluation avec le Népal sur les pays qui respectent un peu les orientations de Mogadiscio sur les 10% consacrés à l'agriculture. Le Sénégal fait partie d'un des rares pays dont le budget alloué à l'agriculture, au secteur agricole, avoisine ou dépasse les 10%. Donc c'est assez considérable. C'est vrai aujourd'hui, il y a encore plus de ressources qui doivent être allouées à la maîtrise de l'eau. Et je pense que le dernier budget a fait un peu ce shift pour permettre à l'agriculture d'être un des secteurs les plus dotés. Je pense en dehors du secteur de l'énergie, des infrastructures, c'est aujourd'hui le secteur de l'agriculture qui est le plus doté en budget et en financement public. Mais si on compare le Sénégal au pays de la sous-région, Burkina Faso qui arrive avec son agriculture, son irrigation, à nourrir sa population, à être pratiquement autosuffisant en importation de riz et autres. Le Sénégal continue à importer près de 600 milliards de francs CFA en denrées alimentaires par an. Oui, c'est un peu, comment on appelle, on a une consommation très extravertie au Sénégal. Et je pense aujourd'hui, il y a une dynamique. Quand on regarde sur le riz, on est dans une tendance baissière de l'importation au niveau du riz. L'oignon, on est dans des déficits aujourd'hui de 2 à 3 mois de couverture. Il y a une relance au niveau de la pomme de terre. Et même quand on regarde aujourd'hui au niveau des huileries, du secteur de l'huile, il y a un conditionnement, même s'il y a des importations, mais il y a un conditionnement sur des labels sénégalais de l'huile. Donc même le sucre, aujourd'hui, la compagnie sucrière arrive à couvrir une certaine partie de la consommation. Aujourd'hui, c'est vrai, la question du déficit commercial est une question assez sérieuse. C'est une question sur laquelle aujourd'hui, sur les biens de consommation et les biens d'équipement, qu'il y a une nécessité de relancer l'appareil de production, surtout semi-industriel et industriel, pour couvrir cette demande.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, le Sénégal peut faire l'agriculture, mais s'il n'y a pas la transformation sur place des produits agricoles, on a l'impression qu'il n'y a pas une chaîne de valeur qui est créée. Alassane, je vais vous étonner parce que peu de gens savent qu'aujourd'hui le Sénégal, quand on regarde dans l'espace CEDEAO, on est le pays qui a le plus tôt de valeur ajoutée industrielle transformée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très mal positionné dans ce... Même si ces dernières années, si on compare par rapport aux années d'indépendance, on parle souvent d'une désindustrialisation au niveau du Sénégal. Mais aujourd'hui, les choses sont en train... Quand vous regardez le secteur du lait, c'est ce secteur dans lequel où le conditionnement est en train, le pari de conditionnement est en train d'être gagné. Si on regarde par exemple aujourd'hui certains secteurs comme le secteur de l'horticulture, tout ce qui est légumes, c'est des secteurs sur lesquels on est en train d'être autosuffisant. Et je pense même aujourd'hui dans le secteur de la viande et de la pêche, tout ce qui est les grands bassins, on a une autonomie sur ces questions. Maintenant, il y a sur le secteur des céréales où il y a un effort qui est en train d'être fait pour qu'aujourd'hui la demande soit couverte par une offre locale. Est-ce que le Sénégal a accès à ces produits qui sont transformés? Apparemment, c'est une produit pour une certaine classe moyenne. Non, je pense qu'aujourd'hui le riz de la vallée est très bien vendu au Sénégal. Hein. Je pense que c'est vrai, ça ne couvre pas. Aujourd'hui, quand vous regardez sur une partie, l'oignon essentiellement consommé par les Sénégalais et de l'oignon produit au Sénégal, en ne prenant que ces deux aspects comme exemple. Aujourd'hui, la question de l'accessibilité ne se pose pas tellement. Ce qui se pose, c'est la couverture en termes d'offres pour toute l'année. Mais pourquoi aujourd'hui tous ces acteurs dont vous parlez n'arrivent pas à employer assez de Sénégalais, de lutter efficacement contre le chômage? Je pense qu'il n'y a pas un pays qui a vraiment atteint le plein emploi. C'est une chose. Aujourd'hui, je pense si on regarde dans les chiffres au Sénégal, on analyse, on a une offre de travail qui est autour de 40-50 000 en moyenne si on met tout pour le secteur formel par an. Et on a une sortie de masse qui est autour de 100 000, donc on a un décalage. Et le reste est parfois, entre guillemets, recyclé dans le secteur informel, soit en termes de travail indépendant ou en termes de travail saisonnier. Et donc c'est une dynamique aujourd'hui qui montre c'est vrai qu'il y a un décalage. Et ça, c'est beaucoup plus lié au fait de la structure aussi de notre population. Parce qu'on a une population extrêmement jeune et donc on a un flux fort d'entrée dans le marché du travail qui n'est pas soutenable pour le moment par l'offre de l'appareil productif. Mais aujourd'hui, les perspectives d'accentuer la formation professionnelle pour que les gens puissent être beaucoup plus qualifiés et permettre dans certains secteurs de s'insérer soit en travail salarié ou en travailleur indépendant. Mais vous êtes à l'APIX, vous gérez l'environnement des affaires. Est-ce qu'il y a assez de création d'entreprises au Sénégal pour permettre aux jeunes de trouver de l'emploi? Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres de 2013 montrent que le taux, si on le compare par 2000, elle est autour de 20 à 30% d'augmentation. Et si on regarde seulement le secteur de ce qu'on appelle les entreprises de personnes morales, il y a eu près de 3000 entreprises qui ont été créées en 2013. Donc, et aujourd'hui, c'est à la fois des sociétés anonymes, c'est à la fois des SARL, et pour l'essentiel, elles sont le fait des Sénégalais. C'est des entreprises qui vont employer entre 5 et 15 emplois. Et donc si vous faites, vous voyez, et pour les sociétés anonymes, elles sont autour d'une centaine, c'est au minimum un capital social de 10 millions de francs CFA. Donc cette dynamique, aujourd'hui, si elle se stabilise, nous augurons qu'aujourd'hui, une partie de l'emploi moderne, l'offre d'emploi au niveau du secteur de moderne va s'accélérer. Et il y a des secteurs qui ont créé ces dernières années de l'emploi. Le secteur du transport a créé de l'emploi. Le secteur dans lequel vous êtes de la communication a créé de l'emploi. Le secteur bancaire aussi a eu à créer de l'emploi. C'est qu'elles ont créé moins que la demande. C'est ça aujourd'hui le vrai challenge pour le Sénégal, c'est de rapprocher d'un travail. Mais quand on regarde, si on est dans un sens classique de la création d'emplois tel que c'est mesuré le chômage, on a un taux de sous-emploi certes élevé, mais le taux de chômage est assez acceptable. Oui, mais certains disent que les chiffres ont avancé dans la presse comme quoi qu'il y a eu plus de 300 entreprises qui ont fermé il y a quelques années. En 2013, là, combien d'entreprises vous avez créées, vous, au niveau de la presse? Effectivement. 2013, je peux dire, quand je dis en termes de personnes, si on met l'entreprise individuelle et les personnes morales, on était autour de 13 000 entreprises. Créées seulement au guichet unique de l'APIX.
Mais est-ce qu'effectivement ces entreprises travaillent, créent de l'emploi, font travailler des gens? C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on préfère faire l'analyse sur les 2500 entreprises de personnes morales. Donc on est sûr au minimum que le gérant travaille. Donc on peut en estimer, si on fait une fraction de 3, autour de 15 000 à 20 000. Mais les derniers chiffres que le ministère du Travail a publiés tout récemment parlent de contrats déclarés au niveau de l'inspection du travail autour de 40 000 à 50 000 emplois créés par le secteur privé, à côté des 15 000, entre 15 000 et 20 000 créés par l'État. Donc on est autour de 70 000, 80 000 emplois créés en 2013. Oui, récemment, il y a une réforme à l'Assemblée nationale qui dit que pour créer Israël maintenant, il faut passer de 10 millions de capital à 100 000 francs CFA. En quoi justement cette réforme peut-elle booster la création d'entreprises d'emploi au Sénégal? Vous savez, dans le domaine de l'environnement et des affaires, aujourd'hui, il y a des avancées notables qui sont enregistrées au niveau du Sénégal. La baisse du capital minimum peut être appréhendée dans le sens, aujourd'hui, elle permet à l'initiative privée d'éclore au Sénégal. La contrainte financière qui était des 1 million sont levées. Aujourd'hui, si vous avez une bonne idée, vous pouvez aller créer une entreprise. Vous n'avez plus besoin d'être en entreprise individuelle, vous êtes en personne morale, en société anonyme. Donc, vous créez une entreprise plus sécurisée, mieux reconnue par l'État et citoyenne. Et ça, je pense, c'est un signal qu'on donne aux entrepreneurs, surtout aux entrepreneurs du secteur informel, c'est aller vers une plus formalisation de l'économie, ce qui permet de beaucoup plus bénéficier de l'accompagnement de l'État à travers tout le dispositif d'appui au secteur privé. Donc aujourd'hui, c'est un signal pour booster l'initiative sénégalaise et permettre aux gens de se formaliser. Mais à côté de ces entreprises, il y a les entreprises, les PME, les PMI et les TPE. Si nous nous intéressons aujourd'hui dans le domaine de la menuiserie, où l'État du Sénégal avait annoncé que la commande publique sera de plus en plus orientée vers le mobilier national, aujourd'hui, ces travailleurs qui sont dans l'informel, peut-être dans ces sociétés-là, disent qu'ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, que l'État du Sénégal continue à importer des matériels qui viennent de la Chine et des pays de la sous-région. Je pense que la question de mettre une discrimination positive dans la commande publique a été introduite l'année dernière vers la fin d'année en novembre. Je pense que la mesure aura vraiment l'impact à partir de cette année sur les passations de marché en cours. L'on pourra évaluer peut-être vers la fin de l'année quel est l'impact. Mais les prévisions des spécialistes, c'est des marchés entre 10 et 12 milliards qui veulent aller au ce qu'on appelle pour le patrimoine, pour tout ce qui est le patrimoine immatériel et artisanal du Sénégal pour l'enrichir. Aujourd'hui, permettre aux entreprises sénégalaises, quand on va dans les entreprises sénégalaises, dans les administrations sénégalaises, qu'on trouve du label Made in Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la philosophie et la finalité de cette mesure prise par le président de la République. Est-ce que la mesure est effective? La mesure, elle est effective. Normalement, dans les passations de marché de cette année, cette clause est en vigueur. Et je pense que certaines entreprises l'ont même démarré. Et il serait important, peut-être vers la fin de l'année, de faire le point pour voir quel a été son impact sur le carnet de commandes des menuisiers, de tout ce qui est artisanat local. Parce qu'on a vraiment un Made in Sénégal en termes d'artisanat et de création qui peut permettre d'enrichir et de valoriser notre mobilier. Et si vous regardez le dernier chantier pour la conférence, le centre de conférence de Diamniadio, si vous voyez, l'appel d'offres a déjà même lancé pour tout ce qui est décoration, tout ça. Il y a une priorité qui est donnée aux Sénégalais pour répondre à l'appel d'offres. Les grands chantiers, les grands investissements, c'est dans ce cadre-là que vous travaillez. On a vu qu'au Sénégal, quand on parle souvent de grands chantiers, les gens pensent aux infrastructures de grande envergure. Abdoulaye Wade a laissé ici l'autoroute Dakar-Diamniadio. Le président Macky Sall est venu, les gens attendent le démarrage des grands travaux parce que pour les Sénégalais, c'est ça qui crée de l'emploi. On ne voit pas encore les choses bouger. Je pense qu'on peut faire une analyse un peu rétrospective. Je pense en technicien, la réponse, je pense aujourd'hui il y a une réflexion de dire est-ce qu'aujourd'hui les 10 dernières années de grands travaux d'infrastructures routières nous ont permis d'accélérer la croissance au constat? C'est une question que le Sénégal. Je pense que c'est une question sur laquelle on doit. Je pense aujourd'hui aussi, il faudrait, je pense nous, c'est clair dans nos têtes, grand chantier ne veut pas seulement dire grand chantier en termes de route. Mais dans la tête des Sénégalais lambda, quand on parle de grand chantier, quand chantier souvent rime avec route. Non, pour les Sénégalais. Je pense aujourd'hui un grand chantier ou celle qui permet à tous les Sénégalais de se doter d'une assurance maladie peut être lancé dans le cadre d'un grand chantier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet au capital humain de se valoriser.
c'est quelque chose aussi important qu'une infrastructure routière, si ce n'est pas plus important. La question d'intégrer tout ce qui est exclusion sociale, ce qui était exclu social monétairement, de leur faire des transferts de cash pour qu'ils puissent avoir du pouvoir d'achat, peut être appréhendé à un grand chantier. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le débat, il faut arriver à dire que le grand chantier peut être immatériel, il peut être matériel. L'aspect matériel est hyper important pour ce qui est des infrastructures économiques parce qu'elle doit avoir pour finalité d'accélérer le processus de développement et de donner plus de productivité et de compétitivité au Sénégal. Donc on peut aussi jouer sur ce qu'on appelle, les économistes appellent sur le capital physique ou jouer sur le capital humain. Donc les grands chantiers doivent être à la fois sur le capital physique, les infrastructures, tout ce qu'on sait, et sur le capital humain, l'éducation, la santé, parce qu'il est important, comme on dit, il nous faut rester dans le vocable des ressources humaines sénégalais bien formées, en bonne santé. C'est eux seuls qui sont capables de mener le développement du Sénégal. Mais vous, vous êtes dans les grands chantiers aussi, vous êtes chargé de conduire les grands chantiers. Est-ce qu'il y a des infrastructures de grande envergure qui sont attendues en termes d'autorail, en termes de rail, en termes de routes? Je pense que si vous regardez l'un des chantiers sur lesquels personnellement nous avions travaillé sur les réformes, c'est la loi sur le partenariat public-privé. Parce que la loi sur le partenariat public-privé, c'est offrir aujourd'hui un cadre légal plus performant, plus attractif pour pouvoir réduire les gaps infrastructurels dans le domaine des infrastructures routières, des infrastructures énergétiques, des infrastructures hydrauliques et des infrastructures agricoles. En termes de financement, de gestion, et ce qu'elle fait aujourd'hui dans cette loi, aujourd'hui, elle met une clause de préférence nationale, de préférence communautaire autour de 20 ou 30% dans tous les grands. Donc aujourd'hui, le cadre est implanté pour que dans les 30 ou dans les 40 ans à venir, que le Sénégal soit un des pays qui porte le plus de grands travaux et qui permettent aujourd'hui de réduire notre gap infrastructurel par rapport à la norme internationale. Et je pense aujourd'hui un pas important est fait, parce que le cadre légal est fait. Aujourd'hui, dans le cadre du PSE, la priorité est donnée à la relance du chemin de fer, au désenclavement de certaines zones de production et aujourd'hui aussi à tout ce qui est grands travaux autour de la zone économique spéciale sur laquelle l'APIX travaille pour offrir aux entreprises des espaces de production. Parce qu'une des premières contraintes quand on analyse l'environnement des affaires au Sénégal, c'est la question du contrainte d'accès au foncier. Donc c'est une des questions aujourd'hui qui va être résolue par la zone économique spéciale, qui va être résolue par la zone de la plateforme de Diamniadio et toutes les zones, ce qu'on appelle des plateformes d'investissement et d'emploi qui vont éclore dans le pays dans les mois à venir. Mais le problème, c'est qu'il y a l'attente des Sénégalais. Ça démarre quand? C'est des choses qui ont démarré. Je pense qu'il faudrait, en technicien, je dirais, il y a eu le temps de la conception, de la mise en place. C'est-à-dire que si on regarde les derniers travaux sur lesquels le Sénégal a livré, ou l'APIX a livré, c'est des travaux qui se sont faits entre 6 et 7 ans. Si on regarde l'autoroute, elle a démarré, les premières conceptions, même je pense qu'il y a même certains disent les premières conceptions de l'autoroute dans les années 73. Mais ce qu'on peut dire en termes d'études au Sénégal, c'est des travaux qui ont commencé en termes de conception et de visibilité entre 2002, 2004, 2006. Ils ont été livrés que vers 2012, donc c'est des temps entre 6 et 7 ans de conception. Je pense aujourd'hui l'avantage d'un nouveau cadre légal sur les partenariats publics-privés va permettre de réduire les temps de construction et ce qui permettra dans les 2, 3 ou 4 ans de livrer des travaux finis. Et je pense aujourd'hui c'est la comparaison de deux sur les temps d'exécution des travaux, je pense qu'elle n'est pas très réaliste. On doit savoir, pour faire des nouveaux travaux, ici, ce n'est pas achever des travaux, il y a des temps de conception, les temps d'achèvement, des temps de mobilisation des ressources, après les temps de travaux, de chantier et les temps de livraison. Oui, il y a ça. Il y a l'impatience des populations, il y a le temps des politiques aussi, qui veulent aussi donner des livrables pour dire aux Sénégalais, vous nous avez élus, voilà ce que nous avons fait. Vous parlez en tant que technicien aujourd'hui. Est-ce que dans le pipeline de l'APIX aujourd'hui, il y a des travaux qui sont prévus, qui seront finis dans 2 ou 3 ans? Je pense que la zone économique va être livrée dans les 2 ou 3 ans à venir. Tout la bretelle qui relie, pour ce qui concerne l'APIX, qui relie Dakar au grand aéroport va être complètement achevé. Et tout le démarrage de la conception et le fundraising en partenariat avec le ministère des Infrastructures, de tout ce qui concerne le chemin de fer urbain, pourront être conçus, finalisés et même lancés peut-être dans les 2 et 3 ans. Ça, du point de vue infrastructure. En sachant que l'APIX ne travaille pas seulement dans les infrastructures. On est aujourd'hui dans la mobilisation de l'investissement privé. Aujourd'hui, on a des installations
de grandes marques, de grandes sociétés dans le secteur industriel au Sénégal. Lesquelles? Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez un groupe comme le groupe Olam, qui est un des meilleurs en Afrique, est présent à Dakar et ouvrira bientôt à Diamniadio. On a même des Sénégalais qui ont fait des extensions. Quand vous regardez aujourd'hui dans le secteur de la minoterie, on passe d'une entreprise à 4 ou 5. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui va se faire même dans le domaine de l'hôtellerie, en termes de perspectives d'ouverture sur 2014-2015, qui sont annoncées même par les groupes eux-mêmes, par l'État sénégalais. Aujourd'hui, il y a même Nestlé qui a annoncé aussi son retour sur le Sénégal. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique dans 2 ou 3 ans où l'investissement privé, que ce soit domestique ou étranger, va accroître dans le pays. Et ça, c'est dû en surtout tout le travail fait dans ces 2 dernières années d'amélioration du climat des affaires dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, en termes de création d'entreprise, c'est en une étape, c'est rapide. En termes de process de permis de construire, on est passé dans un guichet unique physique en guichet unique électronique. C'est-à-dire que l'architecte peut interagir directement avec les services de l'État sans se déplacer. Aujourd'hui, on regarde les transferts de propriété qui prenaient à peu près 3 à 4 mois. C'est moins d'1 mois, ces process. Vous regardez aussi la justice commerciale. Il y a toute une révolution qui est en cours en termes du système d'information et de dématérialisation de tout ce qu'on appelle le registre de commerce et du crédit immobilier qui permet aujourd'hui, qui va permettre d'accroître la fiabilité pour les entreprises, d'accroître l'accès des entreprises au financement bancaire et de donner une visibilité sur la vie de l'entreprise. Et ça, c'est des réformes qui sont prises ces dernières années qui vont avoir un impact. Parce que nous, on a l'habitude de dire en réforme, la réforme d'aujourd'hui, c'est elle qui porte la croissance de demain. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'année dernière, il y a une polémique autour de Doing Business. Quand les chiffres ont été publiés, le Sénégal a été jugé peu performant par rapport à d'autres pays de la sous-région, comme le Rwanda, comme d'autres pays à travers le monde. Est-ce que cette année, cette amélioration des affaires a été telle qu'aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal va revenir à une bonne place dans le Doing Business? Je pense que nous avons eu une analyse forte du classement du Doing Business. Il y a sur certains indicateurs où on était assez bien, mais on avait des indicateurs qui nous tiraient vers le bas. C'était les indicateurs relatifs à la justice commerciale et les indicateurs relatifs au foncier, transfert de propriété, permis de construire. Donc sur ces indicateurs, je pense qu'il y a eu 21 mesures de réforme qui ont été adoptées avec Madame le Premier ministre et le Président de la République et qui ont été exécutées dans les délais de novembre 2013 à mars, au 31 mars 2014. Toutes ces réformes aujourd'hui sont achevées, complètement exécutées. Donc aujourd'hui, vous voyez la baisse du capital minimum entre dans ce cadre. Et aujourd'hui, si vous regardez dans un domaine comme le domaine de la justice commerciale, peu de gens parlent aujourd'hui que le code des procédures civiles a été modifié. Il a été modifié, allégé, pour permettre aux entreprises, dans les délais d'exécution de contrat, au minimum de gagner 4 à 6 mois de délai. Parce que c'était un des problèmes qu'on avait au Sénégal. Et cette question aujourd'hui, elle est adressée. Si on regarde aujourd'hui la question des nantissements, on a plafonné les nantissements, ce qui permet aujourd'hui aux grands investissements d'éclore dans ce pays. Quand vous regardez sur un autre aspect qui est du transfert de propriété, l'autorisation, avant de faire un achat auparavant d'un immeuble, on est obligé de demander une autorisation de transactions au ministère de l'économie et des finances et qui vous donnait après un avis peut-être 30 ou 40 jours après. Aujourd'hui, cette étape est supprimée. On n'a plus besoin, pour acheter un immeuble, de faire une autorisation. Quand vous voulez enregistrer avant votre bien, vous êtes obligé d'aller au bureau du recouvrement, après au bureau de la conservation. Ces 2 procédures sont rendues en une. Aujourd'hui, vous n'allez que le bureau de conservation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une opération d'achat-vente d'un immeuble, normalement, au bout d'1 mois, le processus doit être bouclé. Aujourd'hui, les retours qu'on a depuis la mise en œuvre de ces réformes, c'est qu'elles sont effectives et les délais parfois même sont inférieurs au délai de prévision de 30 jours qu'on a pour ce qui est du transfert. Certains nous parlent même en 2 semaines ou en 20 jours, ils arrivent à le faire. Si vous regardez le permis de construire, dans les derniers mois, ce qu'on a suivi dans la région de Dakar, il y a 610 permis de construire qui ont été délivrés par les différents services compétents. Et tous ces permis de construire, il y a eu peu qui ont dépassé les délais de 40 jours. Et pour l'essentiel, si le dossier est complet, il n'y a pas eu de refus technique, ces dossiers sont délivrés dans les délais légaux fixés par la législation de 40 jours. Et c'est le moment, je pense, de réfléchir, de remercier et de féliciter nos collègues de l'administration qui ont
fait de ces réformes une réussite, une belle réussite, parce qu'ils se sont appropriés les réformes. Il y a eu les autorités au plus haut niveau, il y a eu les agents de l'administration, il y a eu aussi les agents de l'assiette qui ont vraiment, par le déclic, permis à l'État du Sénégal d'améliorer fortement la délivrance des actes administratifs. Mais l'autre problème qui a été posé dans le doing business, c'est la protection des travailleurs. On a vu qu'au Rwanda, il est plus facile quand une entreprise a des problèmes de licencier, de compresser, que dans notre pays où les travailleurs sont surprotégés, comme disent les investisseurs. Est-ce que sur ce point bien précis, il y a eu des réflexions? Non, je pense que sur l'analyse entre le Sénégal et le Rwanda, il faut qu'on arrive sur un aspect, ce qu'on appelle de contextualisation. Parce que le Rwanda est un pays qui a fait le choix de sortir d'un ordre juridique latin pour entrer dans un ordre juridique purement anglo-saxon. Parce que l'approche de la contractualisation du travail est différente dans ces aspects. Parce que l'anglo-saxon est plus efficace alors? C'est plus flexible. Mais si pourquoi le Sénégal ne peut pas? Non, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, on est dans cette dynamique. Mais je pense que cette année, si vous regardez, on a travaillé avec les syndicats, les patronats, sous l'égide du ministère du Travail, pour arriver à un pacte national sur la stabilité. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'hyper important qui nous donne une perspective de moyen terme et de long terme. Nous avions ensemble travaillé avec eux sur la rénovation de ce qu'on appelle des contrats d'apprentissage, de stage et de formation professionnelle pour accroître l'alternance entre l'école et le milieu du travail, afin que quand les jeunes vont sortir, ils seront beaucoup plus leur formation sera beaucoup plus adéquate avec la demande de l'entreprise. Ça, c'est un des aspects. Nous avions travaillé avec eux sur les termes de référence, sur l'évaluation du Code du travail. Parce que nous avons un Code du travail qui, aujourd'hui, privilégie les aspects droits humains. C'est des choix. Et je pense que ça, c'est une volonté politique forte que de s'inscrire sur l'approche droits humains. Et la question de la flexibilité fait partie d'un des principes qui est posé dans le pacte, sur lequel aujourd'hui, quand le chantier d'abord de s'accorder sur la feuille de route du pacte vont être mis en œuvre, que je pense qu'on arrivera sur les 1 ou 2 ans à plus d'attractivité sur le marché du travail. Mais si vous regardez sur l'évaluation de cet indicateur par le World Performance Indicator, le Sénégal fait partie d'un des pays où on pense qu'il y a le plus ce qu'on appelle de climat social apaisé en Afrique. On peut jouer sur deux, on peut jouer sur le climat social apaisé ou on peut jouer sur la question de la contractualisation beaucoup plus flexible, sur beaucoup plus de concurrence. Mais l'autre grande question que beaucoup se posent, c'est l'histoire des codes des marchés. On a vu les autorités dire que le code des marchés fait qu'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à investir au Sénégal. Parce que le circuit est extrêmement long, ça cause beaucoup de problèmes. Certains parlent de réformer le code des marchés pour l'adapter à la situation aujourd'hui dans laquelle sont beaucoup de Sénégalais qui veulent créer des entreprises, chercher de l'emploi. Je pense que si vous regardez cette année, nos collègues de l'ARMP ont travaillé sur ces questions. Je pense qu'il y a eu un diagnostic, il y a eu des efforts et de nouvelles mesures qui ont été introduites pour apporter plus de diligence dans les traitements des dossiers. Je pense que cette question, aujourd'hui, elle est adressée. Il faudrait qu'on voit à la pratique, est-ce que les choses se sont améliorées. Et je pense que ça s'est amélioré. Aujourd'hui, l'objectif, c'est arriver à contractualiser dans la transparence, mais plus rapidement. Comment ? Et je pense avec des procédures beaucoup plus allégées. Et c'est le sens des réformes qui ont été apportées, mais aussi avec un renforcement de capacité des autorités contractantes qui préparent les dossiers, mais aussi c'est la sécurisation ou la limitation des délais de recours. Oui, mais tout à l'heure nous parlions justement de l'autoroute Dakar-Diamniadio, dont les études ont pris 6-7 ans avant qu'elle soit réalisée. Les gens ont vu qu'à côté en Côte d'Ivoire, par exemple, quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, qui est quand même ancien patron Afrique du FMI, et que l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan, 225 km 2 fois 2 voies, c'est en 8 mois que ça a été fait. Pourquoi au Sénégal, on prend une autoroute pour 7 ans? Non, je pense qu'on fait une comparaison. L'autoroute de Yamoussoukro, je pense qu'ils sont beaucoup plus... Sa conception date des années 83. Mais la réalisation a été faite. Et une partie a été même réalisée par le président Bédié. Je pense que l'avantage, il n'y avait plus d'impasse à faire, il n'y avait plus d'études, tout était fait. Et je pense qu'il y a eu... Dans la phase de réalisation, ça a été un financement classique. Quand vous regardez dans les phases de réalisation de l'autoroute, c'est entre 2, 3 ou 4 ans au maximum. Et donc aujourd'hui, ils ont un bénéfice que parce que l'avantage que la Côte d'Ivoire avait par rapport à beaucoup de pays africains, ils avaient une agence des grands travaux depuis les années 80 qui avait fait toutes les études de faisabilité, tous les plans autoroutiers. Donc aujourd'hui, ils peuvent se permettre
ils ont un avantage compétitif ou comparatif sur la réalisation des travaux. Et l'autre aspect, qui est un aspect politique, c'est que si vous regardez, le président Ouattara est passé par l'Assemblée pour lui donner les pleins pouvoirs pour ce qui est de la gestion économique du pays. Donc sur certains aspects de contractualisation, c'était des procédures accélérées, c'est des choix. Mais je pense aussi qu'il y a un arbitrage entre des principes de bouleverser les questions d'arsenal et d'indépendance de chaque entité institutionnelle ou de concentration. C'est des choix d'arbitrage que les autorités politiques doivent faire. Je pense aujourd'hui la tendance elle est assez bonne. Le fait d'avoir planté un cadre légal, réglementaire sur le partenariat public-privé, d'avoir doté des moyens et d'avoir fait un ministère dédié qui est le ministère de la promotion, installe au Sénégal les bases de pouvoir faire rapidement les chantiers. L'autre question concernant l'environnement des affaires, c'est le tourisme. Au Sénégal, on vit les professionnels de plus en plus continuent à râler en disant qu'ils sont dans une sorte de morosité, le tourisme ne marche pas, les touristes ne viennent pas, que l'offre, même hôtelière, n'est plus ce qu'elle était. Et ça compte beaucoup dans l'environnement des affaires aussi, que les choses soient mises en place pour permettre aux gens d'investir dans ce secteur. Si vous regardez, je pense qu'on a travaillé avec les hôteliers ces dernières années, je dirais ces derniers mois, à vraiment avoir un plan national de développement touristique. Si vous regardez, même aujourd'hui, les derniers chiffres de l'OMT met le Sénégal dans la 10e destination en Afrique en termes de volume touristique. Et même en termes d'enquête de perception, elle est considérée comme le 2e pays africain le plus accueillant. Donc ça, c'est des avantages naturels sur lesquels je pense aujourd'hui on doit abattre. Mais pourquoi les touristes ne viennent pas? Non, les touristes, ils arrivent. Je pense qu'on est dans une tendance depuis l'année dernière de reprise du flux touristique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça atteste. Sinon, les gens n'allaient pas prévoir de construire des hôtels au Sénégal. Parce que la perspective, elle est bonne. L'autre aspect que je voulais, l'État a mis en place le nouveau fonds de promotion du tourisme. L'État a remis en place l'ANPT. Et non seulement ça, aujourd'hui, on a un TVA réduit au niveau du secteur touristique. Mais à côté, il y a le visa qu'il faut avoir à l'aéroport. À côté, il y a les taxes aéroportuaires qui sont jugées très chères pour les touristes. Je pense que c'est les analystes. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre volume de fréquentation et visa. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Kenya, qui est un pays qui fait partie des 5 pays qui attirent le plus de tourisme, applique le visa. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le service de délivrance du visa qui doit être performant et rapide. Et je pense qu'on est dans ce cas. Pour ce qui est maintenant des questions de cherté de billets, peut-être c'est des questions qui sont en train d'être adressées et qui vont être finalisées, mais aussi c'était le coût pour pouvoir se doter d'un aéroport de normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Dakar sera la première plateforme aéroportuaire en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, il fallait trouver les moyens de le financer. Je pense que c'est des choses qui vont nous donner un avantage compétitif. Peut-être c'était l'un des coûts à payer pour arriver à ce résultat. Oui, mais tantôt, vous avez parlé de l'environnement des affaires qui s'améliore au Sénégal. Comment faire pour booster les choses, pour que l'économie sénégalaise soit de plus en plus performante. Mais beaucoup de Sénégalais se posent des questions, ils ne comprennent pas. Par exemple, si vous allez à Ngaïméré, où il y a là-bas un artisanat qui est considéré comme étant l'un des meilleurs en Afrique en termes de fabrication de chaussures, que le Sénégal continue à importer, les bottes, les ceintures, les sacs de l'extérieur. Alors que Ngaïméré aurait pu être un pôle industriel et cuir du Sénégal. Oui, Alassane, je pense que c'est une question cruciale, la question de la promotion du Made in Sénégal et même de la consommation par les Sénégalais du Made in Sénégal. Aujourd'hui, je pense que nous tous, nous le voyons, il y a dans peu de salons du Sénégal, de Sénégalais qu'on entre et qu'on trouve du Made in Sénégal. Je pense les Sénégalais, de plus en plus, je pense, il y a ce réflexe à développer de savoir que nous avons du label. Parce qu'aujourd'hui, les gens de Ngaïméré arrivent à exporter aux États-Unis et à vendre sur des niches. Donc aujourd'hui, il y a une vulgarisation des produits, il y a la nécessité d'appuyer ces artisans pour passer à grande échelle dans des productions normées. C'est ça aussi l'un des problèmes à résoudre, pour que si tu achètes 10 ceintures, que les 10 ceintures aient le même gabarit, la même couleur, sur ces questions. Je pense que c'est sur les questions sur lesquelles aujourd'hui le ministère de l'artisanat et de la formation professionnelle est en train de travailler. C'est l'une des questions que les centres techniques de formation professionnelle vont permettre de résoudre et de densifier. Aujourd'hui, on a un vivier sur le patrimoine immatériel et artistique sur lequel le Sénégal peut s'appesantir.
pour au moins tout ce qui est vestimentaire sénégalais soit couvert à 100% par des artisans sénégalais. Mais c'est ça le grand paradoxe. En Europe, en France, on a dit que par exemple la culture participe à plus de 1% du PIB de ces pays-là. Au Sénégal, une richesse culturelle énorme, mais pratiquement oubliée, sous-exploitée. Oui, je pense que c'était un des chantiers à un moment que l'ANSD a ouvert, c'était d'avoir des comptes satellites sectoriels pour qu'on puisse savoir quelle est la contribution aujourd'hui de chacun des secteurs. Quand on prend le secteur de la culture, si on met l'événementiel dedans, si on met l'artistique dedans, si on met une partie qui est mise dans le tourisme, j'avoue que peut-être que la culture ferait plus d'1% de contribution du PIB. Mais le problème, c'est que ces secteurs-là ne semblent pas être pris en main par ceux qui doivent le prendre en main. Les artistes se plaignent aujourd'hui de payer des taxes énormes pour se produire dans les salles de spectacle. Dans d'autres pays, il y a un accompagnement des artistes dans ce qu'il est en train de faire en termes de valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans la politique de réforme de l'environnement des affaires, ce n'est pas une question fondamentale qu'il faut prendre en charge? Parce qu'un des axes du programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, c'est la promotion de l'investissement à fort impact. Donc aujourd'hui, c'est une question que nous avons introduite. Aujourd'hui, il y a tout un aspect avec les outils de financement de l'économie qui sont opérationnels aujourd'hui à travers le BNDE ou le FONGIP et le FONGIS. C'est arriver à valoriser et à booster tout ce potentiel. Et si vous, même sur un autre aspect où on a travaillé, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la charte sur l'investissement à fort impact, qui va permettre de catégoriser toutes ces différentes activités, de les sérier et de mettre en place ce qu'on appelle des packages d'accompagnement. Donc c'est tout ça qui va permettre, avec le statut de l'entrepreneur mis en œuvre, qu'aujourd'hui ces artistes puissent avoir une assurance maladie, que ces artistes puissent avoir une retraite, que ces artistes puissent avoir des revenus suffisants et continue dans le temps. Est-ce que le gros problème pour vous en tant que gestionnaire de ce produit de l'environnement des affaires, c'est que vous êtes dans un pays où l'informel est très important, vous mettez en place des structures formelles qui sont en déphasage des fois avec ceux qui pensent, qui évoluent dans l'informel. Il n'y a pas un accompagnement de ceux qui sont dans l'informel. Je pense que du point de vue, l'informel n'est qu'une pratique, mais du point de vue statut au Sénégal, les entreprises ont des statuts. Si on regarde du point de vue du statut en termes de droit de société, ce soit une entreprise individuelle ou un GIE ou une SARL ou une SAS ou une société anonyme, quelle que soit la numéroté. Aujourd'hui, ce qu'on appelle informels, ils ont des encours de crédit dans les banques. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai défi pour les économies comme le Sénégal, le Bénin, c'est ce que les pays comme de l'Amérique du Sud ont pu réussir, c'est arriver à augmenter la productivité et la compétitivité du secteur informel pour qu'elle puisse donner des emplois beaucoup plus rémunérateurs, qu'elle puisse avoir des taux de rentabilité de plus en plus élevés et qu'il y ait moins de dépenses liées à des questions de prestige. Parce qu'aujourd'hui, on souffre aussi au Sénégal d'une orientation de l'investissement dans ce qu'on appelle l'épargne de refuge, qu'est le bâtiment aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a ce que nous, on catégorise. Les gros de l'informel sont en train de faire un pas aujourd'hui, et un pas et un retour vers le formel. Aujourd'hui, c'est l'essentiel des gens qu'on disait du secteur informel qui sont en train de porter le renouveau du secteur industriel sénégalais. Surtout dans le domaine de l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a un accompagnement justement de ces gens-là dans cette phase de mutation de l'informel vers le formel, un encadrement, une facilité qui leur permet aujourd'hui en forme de taxes, en forme aussi d'implantation pour qu'ils puissent aller dans ce sens? Je pense qu'il y a eu l'année, peut-être que ce n'était pas assez vulgarisé ou assez connu, quand le Code général des impôts et des domaines était mis en place, il y avait une loi qui l'accompagnait qui permettait la régularisation fiscale. L'autre aspect aussi qui était hyper important pour ces entreprises, c'est le programme de mise à niveau des entreprises, qui a permis à certains d'entre eux de se doter de business plan, d'avoir un plan de visibilité et de passer un processus même de réorganisation de leur entreprise pour se doter des meilleurs dirigeants, des meilleures compétences, pour se transformer. Je pense aujourd'hui, on doit à la fois garder la spécificité, l'ingéniosité et l'innovation du secteur informel,
et le coupler, comme vous le dites, avec un tissu d'accompagnement qui lui permet d'adopter un certain nombre d'outils, de mesures et d'amélioration de la performance. C'est par là seulement qu'on arrivera à avoir de plus en plus de champions qui sortent de l'informel, qui deviennent de grands champions de notre économie. Parce qu'il est important pour chaque pays d'avoir des champions de l'économie. Oui, le Sénégal était champion avec les ICS. Aujourd'hui, pratiquement, cette entreprise n'appartient plus au Sénégal, vu qu'elle a été pratiquement privatisée. Ce qu'on fait en termes d'engrais, en termes d'acide phosphorique, c'est à l'extérieur qu'on va l'exporter. Apparemment, le Sénégal n'a plus de champion. Oh, le Sénégal a des champions. Je pense que quand vous regardez les dernières publications de Jeune Afrique sur les 500 meilleures entreprises en Afrique, vous avez des entreprises sénégalaises. Vous avez dans le secteur de télécom une entreprise comme la Sonatel qui est présente dans 5 ou 7 pays, à peu près 4 à 5 pays. Vous avez aujourd'hui une entreprise comme la cimenterie du Sahel, comme Socosim, qui sont en train de se diversifier. Vous avez aussi des entreprises comme Telium qui sont en train. Aujourd'hui, vous avez aussi dans le secteur des bâtiments, des entreprises comme CDE, comme FH. On a aujourd'hui des champions, c'est vrai. On doit avoir de plus en plus de champions dans le secteur de la transformation et du semi-industriel. C'est ça le gros problème. C'est ça, on en a. Aujourd'hui, je pense qu'on a de grandes PME qui aujourd'hui ont fait des efforts de réorganisation dans le secteur de la minoterie, des entreprises comme NMA, comme Chaka Computer qui est devenu mon expert. On a d'autres entreprises aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui... Si vous regardez dans les rayonnages, le secteur du lait, c'est tout essentiellement des entreprises qui opèrent au Sénégal. Et je pense aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe sur lequel on ne paye pas attention. On a des PME de plus en plus mieux structurées, performantes et agressives sur la concurrence et qui arrivent à occuper un segment important du marché sénégalais. L'un des grands secteurs de l'économie, c'est la consommation et ensuite l'habillement. Le Sénégal exporte pratiquement 100% son coton à l'extérieur. Mais il n'y a aucune entreprise sénégalaise ici, sur place, pour transformer le coton qu'on fait là sur le Vitex. C'est un problème, ça. Je pense que ça, c'est un débat entre les praticiens de l'industrie. Je pense qu'à un moment, il y a une théorisation du démantèlement dans le secteur du coton où les entreprises d'investissement dans des segments les plus... Il y avait de moins en moins d'entreprises intégrées du fait de la concurrence chinoise dans le secteur de la confection. Je pense aujourd'hui il faut féliciter nos compatriotes, il faut féliciter la Sodefitex qui a pris un créneau qui est du coton à la valeur ajoutée, un segment qui contribue aux exportations. Et ce qu'il faut, je pense, regarder aujourd'hui, c'est l'importance aujourd'hui que ça permet au secteur de la confection d'éclore. Aujourd'hui, quand on regarde dans le vestimentaire sénégalais, de plus en plus, l'apparence pense que tous les vestes, c'est des vestes importées, mais pour l'essentiel aujourd'hui, c'est la matière première qui est importée, l'essentiel est confectionné et cousu ici. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'importer, c'est pas de ne pas importer, mais c'est importer une partie qu'on arrive à transformer sur place. Et c'est ça qui donne la valeur ajoutée. Par exemple, si on regarde dans le vestimentaire, si une partie des coupons sont importés en grande quantité, mais que toute la confection est faite au niveau du Sénégal, ça a plus de valeur ajoutée. Parce que c'est des tailleurs à qui on donne de l'argent, c'est des femmes à qui on donne de l'argent. C'est comme quand on regarde dans le secteur de la coiffure, on peut importer des mèches, mais tous les salons de coiffure qui sont là à tisser les femmes ou à faire les coiffures, gagnent en valeur ajoutée. Donc, mais le problème, c'est l'inorganisation justement de ces secteurs, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas formalisés, que des fois même peut-être l'État perd en termes de taxes qu'il doit payer. C'est ce que je disais auparavant. Le défi aujourd'hui, c'est utiliser cette ingéniosité, mais arriver à structurer ces secteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le rôle du dispositif d'appui au secteur privé, qui aujourd'hui, de façon cohérente et concertée, offre un guichet d'accompagnement de tout le secteur privé dans tous les segments d'entreprise. L'autre grand problème que beaucoup de Sénégalais posent, c'est qu'il y a de grosses entreprises qui sont installées au Sénégal. Mais les Sénégalais se posent des questions, est-ce que réellement ces entreprises-là payent les impôts, payent les taxes auxquelles ils sont assujettis pour remettre de l'argent dans les caisses de l'État pour financer d'autres secteurs prioritaires? Je pense qu'on regarde la structure de la fiscalité, surtout interne du Sénégal, c'est les grandes entreprises qui sont les grands contribuables. Ils contribuent pour même sous-estimer à plus de 60% ou 70% des impôts. Donc ça veut dire que ces entreprises payent les impôts.
du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus aujourd'hui qu'on doit développer avec ces entreprises, c'est tout le circuit de sous-traitance qui permet à des PME d'éclore autour d'elles pour avoir une base productive plus dynamique, porteur de croissance et créatrice d'emplois. Aujourd'hui, Lamine Ba, vous êtes le directeur de l'environnement des affaires au niveau de l'APIX. Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir de l'économie sénégalaise? Est-ce que cette économie sénégalaise aujourd'hui, telle qu'on la voit, par rapport au sous-emploi, par rapport aux problèmes auxquels on rencontre les jeunes Sénégalais, d'emploi, par rapport aux problèmes même des fois d'accès aux soins de santé, est-ce que vous êtes rassuré? Je pense qu'on ne peut pas être le pays qui est la vitrine démocratique de l'Afrique et ne pas être parmi les pays qui ont les économies les plus performantes en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, la perspective d'un marché émergent au niveau de l'Afrique de plus en plus est une tendance lourde et tout le monde s'accorde. Et je suis, pour vous répondre à l'affirmative, que le Sénégal est aujourd'hui un des pays qui a les prérequis les plus, si je peux le dire, les plus confortantes pour être parmi ces pays les plus performants. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde seulement sur certains secteurs, on a des secteurs sur lesquels, sur le télécom, où on fait partie déjà des gens qui ont le plus de valeur, le plus d'ingéniosité, de valeur ajoutée au niveau africain. Quand on regarde dans le secteur de la cimenterie, c'est des secteurs qu'on arrive aujourd'hui à voir. Et je pense que la même chose va se faire avec l'installation de la zone économique et la densification et l'assainissement de l'environnement des affaires qui va continuer, qui est un travail continu, permet d'avoir un appareil productif rénové et nous permettant d'avoir des taux de croissance qui s'approchent des 7, 8, éventuellement 9%. Mais pour beaucoup de Sénégalais, le diagnostic a été fait. Les remèdes, on les connaît. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre, d'aller à l'action beaucoup plus loin, c'est un gros problème. Non, je pense qu'il faut qu'on... Il n'y a pas de recette miracle sur ces questions. C'est aujourd'hui, il faut qu'on tire le plus d'opportunités sur nos potentialités. Il faut qu'on travaille le plus et il faut qu'on allie compétences, ingéniosité et productivité. Et ça, c'est un gros problème. Je pense qu'on est sur la bonne voie et aujourd'hui, on peut compter sur la dynamique, surtout des hommes sénégalais aujourd'hui, qui sont des vrais champions. Merci. Nous étions avec Lamine Ba, Mamadou Lamine Ba, qui est le directeur de l'environnement des affaires à l'APIX, l'agence pour l'investissement et les grands travaux. Nous parlions de l'environnement des affaires au Sénégal pour voir si l'économie sénégalaise d'ici quelques années pourrait être performante ou pas. Mais c'est la conviction de M. Lamine Ba. Les Sénégalais attendent de voir cette conviction, est-ce qu'elle sera confrontée à la réalité des faits. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez de chez vous. Au revoir.